bienvenue à tout le monde. Merci d'être venu ici en présentiel, ça fait du bien de se revoir. Aujourd'hui, on vous accueille pour cette journée technique sur la gestion des données en géotechnique, données et nouvel environnement numérique en géotechnique. Voilà, on a un programme qui est bien dense. On a des présentations vraiment très intéressantes et variées donc sur différents outils qui sont apparus dans la vie des géotechniciens depuis quelques années. Le SIG, le BIM, les formats de données, l'interopérabilité, tous ces sujets-là donc seront évoqués dans la journée, y compris l'intelligence artificielle à la fin de la journée. Je ne vais pas plus longtemps dans la présentation parce que le programme est très dense, donc je vais passer la parole à Jean et Julie qui vont présenter les premiers intervenants. Bonjour à tous et à toutes. Donc on va appeler le premier intervenant qui va venir nous parler de l'utilisation d'environnements numériques pour l'amélioration du transfert et de l'utilisation des données en ingénierie géotechnique. Donc Lucas Janaudet, il est diplômé de Polytech Sorbonne en 2007. Après 13 ans d'expérience en ingénierie géotechnique, il fait le constat d'un manque de modernité dans la manière dont les données géotechniques sont traitées. Passionné par les métiers de l'informatique, il cofonde la société Soil Cloud dans l'objectif de permettre à la géotechnique d'enclencher sa transition numérique. Bonjour à tous. Donc déjà, je voulais remercier l'organisation de cet événement et l'honneur que j'ai de commencer. Ça va être une journée qui va être très très riche. Il va certainement y avoir des thèmes qui vont être un petit peu redondants, mais en tout cas, justement, ça va être l'occasion d'aborder ces sujets-là. Donc moi, ce que je voulais aborder, et justement, c'est peut-être pas plus mal que je passe le premier, c'est un peu être assez généraliste sur tout ce qui est transition numérique et comment appréhender la transition numérique dans notre métier qu'est la géotechnique. C'est vrai qu'on a beaucoup de technologies et de services numériques qui sont apparus, mais pas forcément adaptés à nos métiers là. Donc c'est un peu l'objet de ma présentation. Donc déjà dans un premier temps, je vais faire un état de l'art sur un peu comment tout ce qui est données numériques, transfert des données numériques se fait en France et dans 2 autres pays européens. Ensuite, je vais aborder tout ce qui est la clé, comment engager une transition numérique efficace en géotechnique. Et après, introduire un petit peu ce qu'on appelle la création de valeur. Donc, pourquoi faire de la transition numérique? Mais ces sujets-là seront largement abordés dans les prochaines présentations. Donc, comme vous le savez tous, aujourd'hui, les données géotechniques sont transmises sous format papier, enfin papier ou PDF. Pour moi, c'est la même chose. Dans lequel on va retrouver des tableaux, des courbes, enfin toute une série d'informations qui, in fine, ne sont pas forcément exploitable en l'état. Ça, on va devoir repasser par une étape de saisie de valeur, quelle que soit l'étape où on est impliqué dans le projet. Et donc, d'un point de vue, a priori, on n'est pas du tout capable d'estimer ou d'évaluer un contexte géotechnique sur d'un projet. Et en plus, à ça viennent s'ajouter des risques de saisie qui peuvent polluer un petit peu l'analyse géotechnique qu'on peut faire. Alors ce principe-là est quand même particulièrement vrai dans le cadre de grands projets d'infrastructure linéaire. Je pense qu'on a, beaucoup dans la salle ont été confrontés à ce genre de projet où on va retrouver des rapports comme celui qui est présenté ici. Je ne sais pas s'il y a un stylo peut-être, un laser, non, il n'y a pas. Bon, il n'y a pas de laser, c'est pas grave. Donc sur l'image de droite, on voit l'exemple d'un extrait de fichier PDF où en fait on se rend compte qu'on a toujours la même chose. On a une photo, un tableau, un résumé, une photo, un tableau, un résumé, et ça pendant des centaines et des centaines de pages. Donc au final, il y a peut-être moyen de présenter les résultats de manière un peu plus intéressante, en tout cas un peu plus pertinente que juste ça. On a pu le voir également sur les chantiers du Grand Paris où en fait on avait une synthèse géotechnique qui faisait plusieurs milliers de pages et c'était uniquement la synthèse. Donc effectivement tout ce qui était rapport factuel pouvait encore faire plusieurs dizaines de milliers de pages. Donc c'était juste inexploitable.
Donc c'est un constat un constat personnel en fait, en tout cas là ce que je dis n'engage que moi, c'est que le rapport d'investigation est plus une archive qu'un outil de travail. C'est-à-dire qu'effectivement ça va être une pièce du DCE, ça va avoir une valeur contractuelle, mais au final ce n'est pas du tout un objet de travail. Et je trouve que c'est une vraie pénalisation de notre métier et de la richesse de notre métier d'ingénieur en tout cas. C'est le point de départ, c'est que on nous balance comme ça un rapport qui n'a pas forcément de réalité scientifique, j'ai envie de dire. Donc comment ça se passe en France et dans les différents pays étrangers? Alors bon, là on a juste étudié la France, la Pologne et le Royaume-Uni qui sont des pays auxquels on est lié, on va dire. On va avoir en France, on connaît bien le principe, on a ici des rapports sous format PDF qui sont produits par différentes personnes au sein d'une même entreprise et qui vont transiter d'entreprise en entreprise et au sein même des entreprises sous format physique, sous format PDF. Et donc on se rend bien compte que si cette personne-là vient faire un changement, il va y avoir 1, 2, 3, 4 transmissions. Donc quand je dis transmission, c'est généralement un email. Donc il va y avoir 4 emails avant que la personne en bas à droite reçoive l'information. À chaque étape, à chaque personne qui va être intégrée dans ce processus-là, il va y avoir une saisie manuelle de données. Alors en Angleterre et un petit peu en Pologne, ça se passe un peu différemment. Enfin, ça se passe dans le principe, dans la structuration de la même manière, sauf qu'il y a une norme qui s'appelle l'AGS, qui est une norme d'inter-échange de données géotechniques, alors qui permet de ne pas avoir de s'affranchir de cette étape de saisie des données. C'est un peu vrai également en Pologne, parce qu'on fait beaucoup de CPT dans ce pays-là, et donc on va transmettre les fichiers CSV des essais au CPT. Mais malgré tout, on a toujours ce principe, si l'ingénieur en haut à gauche doit transmettre les informations à l'ingénieur en haut à droite, on va passer par 4 étapes de diffusion de pièces jointes. Donc c'est en termes de workflow, c'est très laborieux et ça a ses limites. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu comment engager une transition numérique réussie. Bon, déjà, j'ai voulu commencer par expliquer ce que c'était qu'une transition numérique ou transformation numérique. Alors pourquoi on dit transformation? Des fois parce que le terme anglais c'est digital transformation. Donc la transformation numérique est le processus d'intégration de la technologie numérique dans tous les aspects de l'entreprise, nécessitant des changements fondamentaux en termes de technologie, de culture, d'opération et de création de valeur. Donc là j'ai mis en gras, alors c'est une définition que j'ai trouvée sur internet, enfin il n'y a rien de très scientifique là-dedans. J'ai mis en gras et en orange là, certains termes qui pour moi sont fondamentaux. Donc technologie numérique, donc ça je vais revenir par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire technologie numérique? Il ne faut pas confondre technologie numérique et gadget numérique, parce qu'aujourd'hui on a le sentiment en tant qu'ingénieur géotechnicien qu'on nous vend du gadget. L'idée c'est justement de créer des outils qui sont utiles à tout le monde. Création de valeur, ça c'est quelque chose, on reviendra un peu plus tard aussi, mais ce qui est important c'est le changement fondamentaux. Donc ça, dès qu'on parle de changements fondamentaux dans notre métier, on a des personnes qui ont le poil qui s'irrisse parce qu'ils ne veulent pas changer, ils travaillent comme ça depuis 15 ans et pourquoi ils changeraient? Donc l'idée, ça va être d'accompagner ces personnes-là parce que la transition numérique, c'est le travail de chacun au quotidien. Chacun doit être impliqué dans ce processus-là. Donc derrière la notion de technologie numérique, il va y avoir la structuration de l'information. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Il va falloir, sur chacune des données, dire ce que c'est. C'est-à-dire qu'une archive numérique dans laquelle j'ai un dossier, dans lequel j'ai tous mes PDF, c'est un archivage, mais ce n'est pas une structuration de l'information. Donc cette structuration de l'information, elle va se faire via une base de données. Je vais présenter après ce que c'est qu'une base de données et géoréférencée. Donc ça, pourquoi? Parce que nous, on n'est pas dans le secteur de la vente, par exemple. Je ne pense pas qu'Amazon ait une base de données géoréférencée, mais nous, en tout cas, en tant qu'ingénieur géotechnicien, il faut qu'on mette un X, Y, voire un Z sur chacun de nos sondages, parce que ça a une vraie signification scientifique. L'adhésion de chacun, c'est justement ce que j'expliquais sur les changements fondamentaux. Il va falloir créer des outils pour que chacun soit impliqué dans cette transition numérique et pas uniquement le top management d'une structure. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Donc, une base de données, ça va être un ensemble. Alors, c'est très très vulgarisé. Ça va être un ensemble
de données dans lequel on va avoir des valeurs numériques. C'est ce que je mets en le petit carré blanc à chaque fois en bas à droite de chaque carré, donc valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque valeur numérique va être associée à une clé, et cette clé va être commune à plusieurs ensembles. Donc on a typiquement la clé 1, valeur 1, et clé 1, valeur 4. Donc on peut imaginer que la clé c'est profondeur, et après la valeur c'est 2 mètres. Sur celui en bas, ça sera clé 1, la clé ça sera toujours profondeur, et la valeur 4 ça sera 5 mètres par exemple. Donc ça permet comme ça de structurer les données, et ensuite on va pouvoir faire ce qu'on appelle des requêtes de base de données. Donc on va faire par exemple une requête sur la clé 1, et on aura... Pardon. Hop. Ah bah, j'ai spoilé, désolé. Donc on aura donc, une requête base de données qui va nous retourner des valeurs, la valeur 1 et la valeur 4 dans notre exemple, et après on va pouvoir exploiter cette donnée-là. Donc cette notion de base de données, elle est importante pour ça, parce que justement on va pouvoir exploiter numériquement l'ensemble des informations qu'on a sauvées. Bon, j'ai fait un petit quiz donc sur LinkedIn là-dessus. Bon, je vous avais été spoilé, donc on va aller vite. J'avais préparé un certain nombre de termes ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Et j'avais demandé un petit peu aux personnes sur LinkedIn de trouver l'intrus. Donc j'ai eu beaucoup de réponses, je pense que toutes les réponses sont bonnes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'un point de vue structuration des données, où se situait l'intrus. Donc l'intrus, c'est celui qui est en haut à droite, donc le sondage pressiométrique. Pourquoi? Parce que le pressiomètre n'est pas une méthode de sondage. Donc le terme de pressiométrique ici est abusif. On doit parler de sondage destructif avec essai pressiométrique ou sondage à la tarière avec essai pressiométrique. Au même titre que quand on fait un sondage carotté dans lequel on fait une granulométrie, on n'appelle pas ça un sondage granulométrique. Donc ça, c'est juste une illustration qu'on est confronté dans notre métier d'ingénieur géotechnicien à des abus de langage, et que la structuration de la donnée géotechnique, elle doit aller outre ces abus de langage, parce que sinon, en fait, on passe vraiment à côté de quelque chose qui est fondamental. Donc vis-à-vis, effectivement, le principal frein, ça va être l'adhésion aux équipes. On a vu effectivement dans l'exemple précédent que oui, les ingénieurs ont l'habitude de parler de sondage pressiométrique. Donc si on leur parle de sondage, maintenant il faut que tu arrêtes de dire sondage pressiométrique, mais il faut que tu dises sondage destructif avec essai pressiométrique. On sent qu'au niveau de l'adhésion, il va y avoir quelque chose de pas dynamique. Donc c'est pour ça que l'idée, ça va être de dire, c'est pour ça que les solutions numériques en fait doivent être au service de l'ingénieur et pas l'inverse. Donc nous, on va structurer les données vraiment comme il faut, et après on va faire juste une interface qui va permettre à chacun de retrouver ce qui lui plaît. Après également, bon là j'ai mis un certain nombre d'exemples d'outils qui peuvent justement aider à la transition numérique, c'est-à-dire que la transition numérique consiste à capter les données, mais les gens qui captent les données sont les ingénieurs sur le terrain, les ingénieurs, peu importe, les ingénieurs géotechniciens qui n'ont pas forcément le temps d'alimenter ces bases de données-là. Donc l'idée, ça va être de créer tout un panel d'outils qui vont les aider à être un des maillons de la transition numérique de l'entreprise. Donc là, quelques exemples de choses qui justement vont permettre cette adhésion. Donc c'est ce que j'appelle moi le premier niveau d'adhésion. Donc en fait, vraiment les ingénieurs opérationnels qui vraiment font la captation de données, en fait, pour eux, la captation de données se fait en temps masqué. Donc c'est bien pour eux. Donc ils vont être incités dans cette transition numérique par l'utilisation d'outils. Voilà. Donc il y a deux manières en fait d'inciter les gens, c'est soit le bâton, soit donc en imposant un système qui n'est pas forcément adapté, soit au contraire plutôt la carotte, donc adapter un système adapté à eux. Le deuxième niveau d'adhésion, alors là ça va être plutôt d'un point de vue, on va dire, plus haut en tout cas dans la gestion du projet ou dans une entreprise, ça va être de pouvoir exploiter ces bases de données-là. Donc ce qui va être important, ça va être de mettre en place des outils statistiques qui vont justement permettre de capter ces informations-là. Donc, bon, il y a plein de types d'outils. Donc ça, c'est des choses que les ingénieurs ont l'habitude de faire, mais là, l'intérêt, c'est que là, l'idée, c'est de mettre en place des outils qui vont permettre cette exploitation de la base de données. Parce qu'in fine, c'est ça, hein, la création de valeur, c'est pouvoir exploiter rapidement la base de données. Donc ça, c'est ce que j'appelle
le deuxième niveau d'adhésion. Sur la création de valeur maintenant, donc on a créé une base de données, elle est structurée, et comment est-ce qu'on crée de la valeur avec ça? Donc déjà on voit que on va pouvoir avoir un workflow qui va être bien plus amélioré par rapport au schéma que j'avais pu présenter au début de la présentation. Vous voyez qu'il y avait 4 étapes. L'idée, ça va être d'utiliser vraiment des technologies web, là. Donc là on n'est plus vraiment dans ce qu'on appelle base de données, enfin si, mais on est plus dans l'aspect interface. Ça va vraiment être utiliser des nouvelles technologies qui vont permettre justement une collaboration plus forte que les systèmes actuels. Donc ça c'est une nouvelle technologie, enfin ça commence à être ancien en tout cas. Donc ainsi, là, si on reprend le même exemple de tout à l'heure, un intervenant 1 qui va envoyer une information à un intervenant 3, il n'y a qu'une requête au niveau du centre de l'image ici, et puis après chacun peut avoir accès à ces informations-là. Donc ça nécessite un effort de structuration de la donnée, parce qu'il faut bien que les données soient interprétées comme étant tel type de données, et donc après c'est là où on va avoir plusieurs manières d'exploiter les données, donc par l'intelligence artificielle, le machine learning, ce genre d'informations. Donc ça c'est des notions qui seront revenues, il y aura des présentations cet après-midi là-dessus. Il ne faut pas en avoir peur, c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a certaines réticences à ces nouvelles technologies, à ces nouvelles technologies. Il ne faut pas en avoir peur. C'est comme si dans les années 80-90, quand le micro-ordinateur est arrivé, il y a eu des levées de boucliers en disant que ça va remplacer le travail de l'ingénieur. Au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, non, pas du tout. Ça a juste changé la manière dont on travaille. Donc ces nouvelles technologies-là aussi vont changer la manière dont on travaille. Donc il faut juste s'y préparer. Mais c'est une vague, en fait, il faut s'y préparer, parce que ça va être inévitable. Alors une notion qui va être importante également, je ne sais pas au niveau du timing où j'en suis, je ne sais pas. D'accord, c'est bon, merci. Donc au niveau, une notion qui va être également importante dans ces considérations de nouvelles technologies, ça va être la notion d'interopérabilité. Donc cette interopérabilité, c'est la capacité qu'a un logiciel de communiquer sur un autre logiciel via l'utilisation de fichiers normés, donc j'en cite quelques-uns. Donc l'avantage, c'est que en fait, on peut créer un modèle, enfin peu importe, un jeu de données sur le logiciel A, on va pouvoir l'intégrer sur le logiciel B. Ce logiciel B lui-même va faire des opérations sur ces données-là, il va pouvoir communiquer avec le logiciel C. Donc les nouvelles technologies numériques, c'est ça également, on arrête les fichiers propriétaires, c'est-à-dire que les fichiers propriétaires qui ne peuvent être lus que par le logiciel de l'éditeur de logiciel, en fait, n'ont qu'un seul intérêt, c'est pour l'éditeur de logiciel. C'est-à-dire que la profession n'a aucun intérêt à utiliser ce type de fichier propriétaire. Donc un fichier propriétaire, c'est un fichier qui ne peut être lu que par le logiciel par lequel il a été édité. Donc dans le monde du BTP, on sent qu'effectivement il y a par le BIM en fait, il y a cette volonté d'avoir des fichiers interopérables. Dans le domaine de la géotechnique, c'est pas encore tout à fait le cas. Donc effectivement, c'est peut-être un message que je passe ici. C'est à chacun là, de faire l'effort de dire non, moi j'arrête de travailler avec des fichiers propriétaires. Donc ici un exemple d'interopérabilité, on va avoir un SIG à gauche dans lequel on a saisi les informations X, Y et en Z, et on a automatiquement la possibilité d'exporter les données, donc là c'est sur Revit, où on va avoir les informations, ici les informations du sondage avec les différentes horizons stratigraphiques, et donc il n'y a pas eu d'opération autre dans le logiciel Revit, là il n'y a pas eu d'autre opération que celui consistant à importer le fichier. Donc après, on peut même aller au-delà où il n'y a même plus de fichiers. Donc là, c'est ce qu'on appelle des API. C'est un sujet que je reviens, qu'on pourra discuter ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité logicielle, mais on peut même aller au-delà. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité système. Donc là, ce n'est pas deux logiciels qui vont communiquer ensemble, mais c'est quelque chose de physique qui va communiquer, alors soit avec quelque chose aussi de physique, ou alors avec un logiciel. Donc dans notre cadre de notre métier, par exemple, on peut imaginer une machine de forage qui a un enregistreur de paramètres. Cet enregistreur de paramètres est connecté à un serveur, et donc l'idée c'est d'aller capter cette information serveur pour
récupérer de l'information, avoir les paramètres de forage, avoir les temps de forage, etc., pour après pouvoir exploiter les données en temps réel de ce qui se passe. Donc on se rend bien compte que l'interopérabilité, il faut qu'effectivement les informations soient normées à un moment ou à un autre pour pouvoir facilement communiquer entre ces différents systèmes. Donc ensuite, une fois qu'on a structuré les données géotechniques, donc comme j'insistais au tout début, il faut que dans notre métier, les données soient géoréférencées. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir effectivement avoir l'ensemble des données qui sont référencées. Et c'est là on va pouvoir vraiment exploiter sur une région, sur un projet ou sur une ville, des informations. Donc ça va évidemment permettre un accès immédiat à la donnée. Donc à partir du moment où on a des données qui sont référencées, je veux savoir ce qui se passe à tel endroit de France, on peut directement avoir l'information, mais pas uniquement l'information en termes de rapport PDF, mais également on peut avoir l'information en termes quelle est la moyenne des PL sur les 5 premiers mètres dans cette zone-là. Voilà. Donc ça c'est immédiat parce qu'on a fait l'effort pendant 2, 3, 4, 5 ans de structurer la donnée géotechnique. Donc ça permet une amélioration du contrôle et de la qualité des données également. On va pouvoir facilement voir est-ce qu'il n'y a pas des données qui sont extrêmes ou au contraire qui sont trop faibles. Est-ce que les données que j'ai sur ce projet-là par rapport à ce qui se passe dans mon environnement, est-ce que c'est cohérent ou pas? S'il y a des différences, est-ce que géotechniquement ça s'explique ou est-ce que ça ne s'explique pas? Auquel cas il y aura peut-être des erreurs dans l'acquisition des données. Et après l'intelligence artificielle, là j'insiste, pour aider l'ingénieur, pas pour le remplacer. Donc en conclusion, je pense que je suis à peu près dans les temps. Donc l'idée de toute cette technologie numérique, c'est un peu de remplacer toutes nos méthodes de travail qui sont un peu dépassées et qui pour moi sont vraiment un frein vraiment à la modernisation de notre secteur d'activité. Mais cette transition numérique doit être absolument accompagnée pour que chacun soit partie prenante dans cette transition numérique, quel que soit son niveau d'implication dans un projet, que ce soit un technicien, un ingénieur, un manager, un chef de projet, enfin, voire un directeur de société. Donc il faut vraiment avoir accompagné cette transition numérique. Cette transition numérique doit être accompagnée, elle doit vraiment être au service des utilisateurs et pas l'inverse. Et le dernier point, c'est vraiment en structurant les données qu'on va créer de la valeur. Donc, si effectivement aujourd'hui vous souhaitez créer de la valeur que vous n'avez pas de données, non, il va falloir que vous passiez par construire déjà une base de données, donc qui peut se baser sur des données existantes, mais en tout cas sans données vous pouvez pas créer de valeur. Je vous remercie. Voilà.